Donc peut-être pour situer rapidement d'où je parle, donc je suis membre de l'association Rotor depuis maintenant 2008. Donc Rotor est une ASBL bruxelloise qui est active dans, disons, la promotion des pratiques de réemploi et en particulier du réemploi des matériaux de construction qu'on explore à travers des projets qui vont depuis la réalisation d'aménagements d'intérieur jusqu'à la prise en charge de recherche sur le sujet, en passant par des missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage ou à des architectes pour intégrer des stratégies de réemploi, et puis un travail, disons, de sensibilisation et de communication autour du sujet. Et puis, ça c'est important de le signaler, depuis 2014, on s'est lancé dans une sorte de spin-off qui s'appelle Rotor Déconstruction ou Rotor DC, qui est une entreprise coopérative qui s'est spécialisée dans la récupération, la prise en charge et la revente de matériaux de réemploi, avec un focus, disons, sur des matériaux plutôt urbains et relativement récents. Bon, je ne vais pas vous redétailler le réemploi parce que je pense qu'on l'a déjà abordé à quelques reprises au cours de la matinée. Peut-être juste l'idée très générale, c'est vraiment le principe d'essayer de prolonger la durée de vie de matériaux existants en les gardant aussi intacts que possible et en leur trouvant de nouveaux usages dans des projets de construction. C'est une pratique qui peut évidemment concerner une vaste gamme de matériaux. On en verra quelques exemples. Et peut-être ce qui est intéressant aussi à mentionner, c'est donc que le réemploi implique des opérations très légères sur les matériaux. Donc en général, il y a toujours besoin d'une sorte de nettoyage, de tri minimal, mais ce sont des opérations qui restent globalement assez superficielles, qui ne transforment pas l'état physico-chimique, disons, du matériau. Alors c'est intéressant aussi de mentionner que c'est une pratique qui est vraisemblablement amenée à se généraliser, du moins si l'on en croit les nombreux plans et les nombreuses déclarations d'intention qui, tant au niveau européen qu'au niveau régional, aspirent, disons, à une transition vers des principes de circularité et en particulier dans l'économie de la construction, dans le secteur de la construction. Et donc, dans à peu près tous les documents qui parlent de cette transition, le réemploi est mentionné comme une pratique vertueuse, et une pratique vertueuse pour plusieurs raisons. Une pratique qui s'inscrit, disons, en lien avec les principes généraux de l'économie circulaire, notamment parce que c'est une façon assez significative de faire baisser l'impact environnemental de la construction. On l'a vu, pas à tous les coups, et c'est évidemment à évaluer au cas par cas et en tenant compte de facteurs tels que le transport. Mais globalement, comme vue de l'esprit, on peut considérer que le réemploi permet de court-circuiter quelque part les impacts liés aux phases de production d'un matériau neuf. Et que c'est là finalement que les grands gains environnementaux peuvent se faire. Pour essayer de l'illustrer, on peut s'appuyer sur des analyses de cycle de vie. Alors j'attire évidemment votre attention sur le fait que les analyses de cycle de vie sont toujours réalisées dans un contexte bien particulier, autour de processus de production bien spécifiques, et que donc les résultats ne sont pas à exporter en tant que tels ou ne peuvent pas être généralisés en tant que tels. Néanmoins, on voit apparaître des ordres de grandeur qui sont tout de même illustratifs. Ici, c'est une analyse qui a été réalisée par le CSTC, justement, qui compare la mise en œuvre de briques neuves avec la brique de réemploi, et on voit que l'impact environnemental, donc qui est exprimé dans le graphique ici, est nettement plus bas pour la brique de réemploi, et notamment parce qu'en fait, on épargne les besoins, par exemple, de cuir de la brique neuve. La même démarche appliquée au cas du carreau de carrelage en céramique. Ça, c'est une analyse qui a aussi été réalisée par le CSTC pour Rotor Déconstruction, parce que c'est un produit qu'on commercialise régulièrement. Et là, on voit aussi que l'impact est très, très grand. Alors, c'est intéressant parce que le graphique ici détaille les différents types d'impacts environnementaux qui sont pris en compte ici dans cette démarche d'analyse de cycle de vie. Et on voit que le gros gain, finalement, c'est ce gros carré bleu qui est présent sur le bâtonnet de gauche, qui correspond à l'émission de particules fines et qui est nettement réduit lorsqu'on réemploie le carreau plutôt que d'en produire un neuf. Ici, c'est une analyse de cycle de vie qui a été réalisée par un centre de recherche anglais il y a un petit peu plus longtemps. Donc, c'est encore une autre démarche et une autre méthodologie que celle qu'on vient de voir. Néanmoins, les résultats véhiculent un petit peu le même message. Le réemploi d'une ossature acier ou d'une poutrelle en acier est nettement moins impactante que la production d'un acier neuf. Les bénéfices environnementaux, évidemment, ne sont pas les seuls. Il y a aussi des enjeux de développement de l'emploi et d'une économie qui serait pleinement circulaire parce qu'active dans la préservation et la prolongation de la durée de vie de biens existants, avec
potentiellement des enjeux de création d'emplois. Et puis, disons plus largement, mais c'est intéressant de le mentionner, la possibilité de préserver la valeur culturelle des éléments du bâti existant et, disons, de repenser un petit peu notre rapport au patrimoine. Alors ça, c'est un peu pour le cadre théorique. Alors maintenant, en pratique, comment est-ce qu'on peut organiser ou mettre ça en place à l'échelle de projet? C'est bien sûr toujours une pratique très située qui va dépendre beaucoup d'un projet à l'autre, des chaînes d'acteurs impliqués dans un projet ou dans un autre. Néanmoins, on peut suivre un petit peu les grandes étapes qui seront sans doute récurrentes d'un projet à l'autre. Tout commence en général par l'identification du potentiel de réemploi dans les bâtiments. Je ne vais pas m'attarder ici parce que Florence en a déjà beaucoup parlé dans son exposé à travers la notion d'inventaire des matériaux réemployables, réutilisables, d'audit réemploi. Ici, c'est un exemple concret d'une démarche d'audit sur un bâtiment existant où on collecte une série d'informations qui vont permettre de pointer le potentiel de réemploi de certains éléments. Alors ça, c'est évidemment un cadre idéal où ces inventaires sont réalisés bien en amont et où on dispose d'une information claire qui permet par la suite au maître d'ouvrage de prescrire dans ses travaux de démolition la récupération soigneuse en vue de réemploi de certains lots qui ont été identifiés. Donc dans ce cas-là, l'entrepreneur va travailler dans un cadre où quelque part le potentiel aura été préétabli. Bien sûr, il est toujours possible qu'on opère dans des cadres moins idéaux où cet inventaire n'a pas été réalisé ou peut-être pas de façon tout à fait exhaustive et qu'en contact avec des lots présents sur chantier, on puisse encore à ce moment-là détecter un potentiel de réutilisation. Donc, il n'est pas trop tard si l'inventaire n'a pas été fait. Et là, il faudra se poser les questions que Florence a également évoquées, qui sont un petit peu les critères qui vont influencer la réutilisabilité, si je puis utiliser cette expression, d'un lot de matériaux. Alors, ces critères, ils sont très nombreux, ils relèvent de nature très, très différentes. Il y a des éléments qui sont liés, bien sûr, à l'état des matériaux. Hein. Un lot de carrelage, ici, pour reprendre l'exemple en arrière-plan, qui est encore en relativement bon état, évidemment, a un potentiel plus haut que si le carrelage a déjà été abîmé, ébréché, fissuré, présente des craquelages, etc. Il y a des enjeux de quantité. Dans certains cas, si le lot est très conséquent, ça vaut la peine d'engager une procédure de réemploi qui n'en vaut peut-être pas la peine pour quelques mètres carrés où ce serait un effort disproportionné. Il y a des questions évidemment d'homogénéité du lot. Est-ce qu'on parle bien du même carrelage ou est-ce qu'en fait ce sont des carrelages tout différents dans chaque pièce de l'étage? Un élément tout à fait déterminant, c'est l'existence d'un marché professionnel pour la récupération et la revente de ces matériaux, ou à défaut, l'existence d'une demande. Ce n'est peut-être pas tout un marché qui peut prendre ce matériau en charge. Peut-être que simplement le fait qu'un projet y voit un intérêt et s'engage à le réutiliser peut être suffisant pour justifier le démontage en vue du réemploi. Il y a bien sûr des enjeux économiques là derrière. Il y a des enjeux techniques liés à la facilité de démontage et puis l'organisation logistique du chantier, sans parler bien sûr des critères un peu rédhibitoires qui sont liés à des facteurs de santé ou de sécurité. Par exemple, des matériaux qui auraient été contaminés par des substances polluantes au cours de leur usage et qui demanderaient des précautions tout à fait particulières pour le démontage. Alors, une fois que le potentiel a été identifié, il faut procéder au démontage soigneux des matériaux. Et ces démontages, ils peuvent prendre des formes très diverses. Dans certains cas, ils peuvent intervenir en amont des travaux de démolition proprement dits. C'est le cas évidemment pour des matériaux de finition qui se prêtent bien à un démontage, disons, préalable aux travaux. On le voit ici dans le cas d'un bâtiment de bureau des années 60 sur lequel on a intervenu cet été, où on a pu récupérer notamment des sous-bassements en granit dans les couloirs et puis des boiseries qui étaient aussi des lambris qui étaient utilisés comme sous-bassements et qui sont évidemment là des opérations tout à fait distinctes des travaux de démolition en tant que tels. Alors c'est intéressant aussi sur la photo ici en haut à gauche, vous voyez sur le parement qu'on ne démonte par exemple pas la pièce du milieu parce qu'elle est percée d'une arrivée dans laquelle il y avait une prise électrique. Et donc là, on a essayé de préserver une homogénéité de l'eau dans laquelle on avait des éléments qui étaient, disons, tous intacts. Dans l'absolu, on pourrait imaginer le réemploi de cette dalle-là aussi, de ce panneau-là aussi. On pourrait imaginer la découpe, mais dans notre cas, on n'a pas les installations qui permettent de faire ça. Et puis, on était un petit peu pressé par le temps. Et donc, voilà, ici, on s'est concentré sur les panneaux intacts. Alors, c'est intéressant aussi de mentionner que certains matériaux
peuvent être, enfin, disons que le démontage soigneux en vue du réemploi peut être concomitant aux travaux de démolition. Donc, typiquement, dans le cas des briques, c'est une pratique qu'on constate, qui est assez courante, que, en fait, les maçonneries soient abattues de façon, je dirais, assez classique dans une perspective de démolition, mais que les blocs de murs qu'on voit ici sur la photo soient envoyés vers des centres de tri où on va là opérer le nettoyage soigneux et la récupération brique par brique. Alors, il est tout à fait clair que les taux de récupération vont être beaucoup plus bas dans ce cas-là, parce qu'il y a quand même beaucoup de briques qui se cassent et beaucoup de briques qui seront irrécupérables dans ces pratiques-là, que si on les démontait une par une à la main sur le chantier d'origine. Mais les conditions de chantier étant ce qu'elles sont, ce n'est pas toujours possible, et donc ce n'est pas pour ça qu'il faut d'office exclure le réemploi. Dans ce cas-ci, il y a moyen de les imaginer de façon concomitante. Un autre exemple qui parle un petit peu de ça ici, c'est le démontage en vue du réemploi de ces soubassements en pierre bleue d'une tour fonctionnaliste des années 60 en plein centre-ville à Bruxelles, dans lequel, voilà, ici, en l'occurrence, le maître d'ouvrage souhaite réutiliser ces soubassements dans une autre fonction dans le nouveau projet, et donc il s'agit de les démonter. Finalement, l'opération en tant que telle n'est pas très différente d'une opération de démolition, si ce n'est que, contrairement peut-être à une démolition, disons, plus classique, plus destructive, on veille ici à ce que le panneau soit amené doucement et tranquillement jusqu'au sol et de ne pas simplement le laisser tomber. Et puis vous voyez aussi sur la photo, vous distinguez peut-être la feuille de caoutchouc qui a été mise sur les pinces de la grue pour protéger et garder intact le matériau. Et donc là, on parle évidemment d'une récupération qui implique un équipement beaucoup plus lourd, beaucoup plus conséquent, qui est plutôt celui de l'entreprise en démolition que celui, disons, du démontage des finitions que je montrais tout à l'heure. Alors, vers où envoyer les matériaux de réemploi? C'est un peu la question cruciale, évidemment. S'il n'y a pas une demande pour le réemploi de ces matériaux, en fait, on peut considérer qu'ils ne sont quasiment pas réutilisables, ou que le potentiel n'a pas encore été démontré. La première voie, peut-être la plus simple et la plus facile à mettre en œuvre pour les entreprises, c'est de s'adresser aux professionnels de la récupération et du réemploi des matériaux de construction, dont il existe plus d'une centaine d'entreprises actives en Belgique, à peu près 2 fois plus aux Pays-Bas et d'autres encore en France, qu'on est en train de documenter maintenant pour les pays voisins, dans le cadre du projet FCRBE que Florence a mentionné, et dont les résultats sont publiés sur la plateforme Opalis, qui est en fait un annuaire des revendeurs de matériaux, et qui permet de se faire une bonne idée sur à la fois le type de matériaux qui sont récupérés par ces opérateurs et par extension le type de matériaux qu'on peut racheter pour disons, des projets d'intégration. Alors, on voit ici un patchwork qui présente un petit peu une tentative, disons, un peu kaléidoscopique de présenter l'offre disponible sur le marché. On voit une grande représentation des matériaux, disons, plus rustiques, des matériaux plus anciens, mieux connus par le secteur. Mais on voit de plus en plus, et c'est tout particulièrement le cas aux Pays-Bas, on voit des entreprises qui sont en fait des entreprises de démolition qui développent à côté de ça un magasin de revente des matériaux et qui du coup ont une offre beaucoup plus conséquente autour de matériaux plus contemporains, y compris des équipements techniques, des éléments d'aménagement de bureaux, etc. Alors, le grand avantage de ces opérateurs, c'est qu'ils vont pouvoir, de leur côté, prendre en charge toutes les étapes qui sont nécessaires pour permettre le réemploi, pour transformer un élément brut de démontage en un élément prêt au réemploi, prêt à la remise en œuvre, c'est-à-dire le nettoyage, le tri, le reconditionnement, l'inventorisation, le stockage, qui est évidemment une phase très, très importante, et puis finalement la commercialisation proprement dite. Alors, c'est intéressant d'étudier un petit peu les conditions de reprise de ces acteurs, mais on voit que en fait, ces conditions sont extrêmement variables. Donc, ça va dépendre beaucoup des matériaux et ça va dépendre beaucoup des pratiques de chaque revendeur. Mais il n'est pas rare de trouver certains types de matériaux qui vont être rachetés, par exemple des revendeurs de radiateurs en fonte, pour peu que le lot soit conséquent, sont prêts à racheter le lot à l'entreprise qui s'est chargée du démontage, voire directement au maître d'ouvrage si le contrat est passé avec eux. Il y a aussi des pratiques de dépôt-vente qui commencent à se développer, notamment chez Roto des Constructions, on met en place ce schéma-là. Il y a des cas où les entrepreneurs, enfin les professionnels vont venir reprendre gratuitement les matériaux. Et dans d'autres cas,
ils prendront ou non en charge le démontage ou le transport. Donc ça vaut la peine de se renseigner auprès des fournisseurs sur leurs conditions de reprise. Deuxième grande filière, Florence l'a évoqué aussi, c'est le réemploi sur site. Donc les matériaux, quelque part, restent sur place, ce qui implique une excellente logistique entre l'entreprise qui se charge des travaux de démolition et l'entreprise qui se charge de la remise en œuvre, avec évidemment la nécessité de prendre en charge des questions comme le stockage ou comme le traitement, disons le nettoyage des matériaux. Dans certains cas, ça peut être intéressant de penser un tout petit peu plus large que le site. Pour illustrer ça, on peut donner l'exemple ici d'une opération de récupération de carrelage qui a eu lieu dans un bâtiment à Bruxelles, juste derrière Tour et Taxi, donc dans lequel les carrelages ont été démontés soigneusement. Et puis, ils ont été envoyés chez Rotor des Constructions, qui s'est chargé de leur nettoyage et de leur stockage temporaire jusqu'au jour où ces carreaux de carrelage étaient nécessaires pouvaient être remis en œuvre dans le nouveau projet quelques mois plus tard. Et donc là, en l'occurrence, sur le chantier même, il n'y avait pas tout à fait les bonnes conditions pour permettre un stockage en bonne et due forme. Et donc, c'est utile de se baser sur un opérateur, disons, une tierce organisation. Et puis, une troisième variante, c'est celle du réemploi en direct sur un autre chantier. On organise disons, une sorte de flux tendu. Ça a été le cas, par exemple, pour ce groupe de ventilation démonté dans un immeuble de bureau et réutilisé ici dans des travaux de réaménagement pour l'association Zineke. Donc là, on parle d'un voyage de quelques kilomètres pour le matériau, mais c'est surtout une question de concordance temporelle. Il faut que la libération du matériau dans le bâtiment source concorde ou soit compatible avec les besoins de ce matériau sur un autre chantier. Et là, je vais terminer avec ça. Ce qui est intéressant, c'est que les entreprises de construction, en fait, sont des acteurs super cruciaux pour organiser ce type de transfert. Et c'est quelque chose qu'on avait essayé d'encourager dans le cadre du marché des travaux pour le projet Zineke, en permettant aux entreprises d'opérer des substitutions. Donc, dans les clauses de réexamen, on avait imaginé des scénarios où l'entreprise viendrait proposer des alternatives de réemploi à des lots qui étaient imaginés comme neufs au cahier des charges, mais dont les architectes et le maître d'ouvrage étaient prêts à considérer des propositions alternatives. Et donc, l'entreprise en question a joué le jeu en cours de travaux, notamment par exemple, pour ce lot de ventilation qu'on vient d'évoquer, mais aussi pour des lots de radiateurs ici qu'ils ont découvert sur un chantier de démolition qu'ils avaient en même moment. Ils se sont rendus compte qu'en fait, il y avait une demande pour ces radiateurs sur le nouveau chantier. Ils l'ont proposé, ça a été validé par les techniques spéciales, ça a été validé par le maître d'ouvrage. Et donc, ils ont, disons, dans ce cas-là, organisé ce réemploi en flux tendu. Et ça m'amène à la conclusion de l'exposé, qui essaye de peut-être un tout petit peu revenir sur, disons, la grande idée derrière la notion d'économie circulaire, telle qu'on la conceptualise, par exemple, dans ce livre de Walter Staël, qui considère qu'au fond, cette transition vers une économie circulaire, c'est une transition vers une économie qui ferait de la gestion et du management de stock d'éléments dont on essaye de préserver l'usage le plus longtemps possible. Et donc, en fait, ça invite à quelque part considérer les bâtiments comme des stocks temporaires de matériaux qui sont mis en œuvre dans une façon tout à fait spécifique, mais dont on imagine la possibilité d'un démantèlement de ce stock et d'une reprise en charge du coût de chaque élément qui peuvent servir pour construire d'autres stocks, pour ne pas dire d'autres bâtiments. Et donc, comme je le disais, on pense, nous, chez Rotor, que les entreprises de construction et de démolition sont particulièrement bien placées pour accompagner ce type de démarche, non seulement parce qu'elles sont à la source des matériaux réutilisables, c'est elles qui sont en contact avec les matériaux qui sortent, disons, des bâtiments en cours de transformation, mais aussi parce qu'elles sont les utilisatrices de ces matériaux dans les nouveaux bâtiments. Et puis, sans parler, disons, de tout le savoir-faire que possèdent ces entreprises autour de ces matériaux. Et donc, comment concrètement ces entreprises peuvent contribuer à accompagner cette économie cette économie circulaire? Eh bien, c'est en construisant des stocks, donc entendez des bâtiments qui soient réutilisables, pensez à des techniques de mise en œuvre qui vont faciliter le démontage et la récupération dans le futur, en construisant des stocks, donc entendez des bâtiments à partir de matériaux réutilisés, notamment se fournissant chez les revendeurs qu'on a mentionnés, en veillant lorsqu'un stock, entendez un bâtiment, est démantelé, à ce que tous les composants de ce stock soient conservés en fait intacts. Et pour ça, en travaillant en étroite collaboration avec les stockholders, qui est en fait le nom anglais pour désigner les fournisseurs de matériaux de réemploi, puisque cette fonction de stockage, disons, est
est vraiment central dans cette activité-là, et peut-être en devenant progressivement, comme c'est déjà le cas de pas mal d'entreprises qui constituent leur propre stock de matériaux réutilisables issus de leur propre chantier. Donc, les entreprises de construction sont peut-être amenées à devenir à l'avenir de plus en plus des stockholders de composants de construction aptes au réemploi. Et ça, c'est évidemment une perspective tout à fait vertueuse qu'on ne peut qu'encourager. Voilà, je vous remercie pour l'attention.